quand tu t'es fait dire toute ta vie que t'étais pas belle, puis la première fois que t'arrives, puis on te donne la scène, puis on la prend. Ouais, faut prendre sa place. Toute notre vie, on s'est fait dire de se cacher ou de maigrir ou d'être autrement. Et là, ce soir, on nous a dit, vous êtes tel que vous êtes belle, montrez-vous, c'est à vous. On y va. C'est merveilleux. Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Lorsque nous nous regardons dans le miroir, l'image que nous voyons ne correspond pas toujours au canon de la beauté, du moins ceux que la mode et la publicité nous imposent, surtout pour les femmes, soit l'image de la minceur. Pour certaines personnes, le moindre bourrelet peut rapidement se transformer en obsession. Ce soir, à Enjeu, des milliards de dollars dépensés pour se plier au terrorisme de la minceur. Moi, quand j'ai le temps, je vais au parc avec les enfants. Et c'est drôle, je saute à la corde et je me fous un sac poubelle là où je veux perdre. Alors je transpire beaucoup et ça me permet de... Bon, ça va mieux, ça va mieux. Ah, vous avez des secrets quand même. Oui, oui, oui. Et ça marche, ça, les sacs? Ça marche. À 36 ans, avec 2 enfants, Mira Joly réussit encore à avoir ce qu'on appelle un corps parfait. 1,77 m, 58 kg, 90 cm de tour de hanche. Dans son métier, c'est essentiel. Originaire du Brésil, Mira est depuis plusieurs années mannequin à Paris. J'ai pas beaucoup de succès dans mon pays. Vous aviez plus de succès à Paris ou à New York qu'au À New York, Brésil? ça me choquait que je faisais un succès et moi je me trouvais pas bien parce que personne n'avait jamais dit que j'étais bien avant. Sur la plage, c'est bon, que les maigres. Mira, est-ce que vous vous rendez compte que vous servez de modèle à des millions de femmes dans le monde qui voudraient être comme vous, aussi minces et belles? Il ne faut pas se baser toujours sur la minceur, sur le poids. Il faut se baser sur la beauté qui peut ressortir de ton intérieur. Et que c'est tout ça que ça peut t'embellir et même faire du miracle dans l'extérieur de ton corps. Est-ce que votre mère est aussi mince que vous? Pas du tout. Ma mère, elle est grosse et je la trouve sublime. Ce modèle parfait que nous propose la mode ne correspond pas à la réalité. Après la pause, la rondeur opposée à la minceur. Les femmes ont mis des années pour se libérer d'une entrave importante, le corset, qui leur donnait l'illusion de la minceur. Mais en enlevant leur corset, elles pensaient peut-être libérer leur corps. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Parce que la mode a imposé un carcan encore beaucoup plus rigide. C'est un peu comme si tout le corps de la femme était devenu le corset. Même si la majorité des Canadiennes ont un poids normal, 75 % d'entre elles veulent maigrir pour être aussi belles que les mannequins. Cependant, la résistance s'organise. Ah, ces corps longilignes, ces jambes interminables, ces tailles fines. Laquelle d'entre nous n'a pas rêvé une seule fois de ressembler à ces déesses? La dernière collection automne-hiver du jeune couturier parisien Hervé Léger perpétue encore ce rêve impossible. Elles sont rigoureusement toutes pareilles, alors c'est grave pour elles, c'est-à-dire qu'un jour s'il en disparaît une qui tombe du podium, on en remet une autre, ça se voit pas. Hein. Ça, alors ça... Sonia Dubois n'a rien d'un mannequin. Pourtant, la mode, elle connaît. Elle la commente régulièrement à l'émission Froufrou de la télévision française, dont elle est devenue une des vedettes. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui pourraient vous faire en plus grand, des modèles? Non, parce que c'est absolument pas adapté à quelqu'un d'autre. En fait, c'est même pas conçu pour pouvoir être agrandi en ce moment. Alors c'est de plus en plus court, Ouais. tout peut nous avantager. Non, alors là, très sincèrement, là, je ne peux plus mettre ça du tout, voyez-vous. Mon Dieu. Sonia Dubois n'est pas du tout amère. Elle avoue n'avoir jamais eu vraiment envie de maigrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit très bien sans ces robes-là. Son poids, Sonia en a même fait une marque de commerce, au point de devenir une sorte de représentante au petit écran de toutes les minorités.
j'attire pas que les gros. J'attire tous les gens qui ont été un petit peu oubliés par les médias, c'est-à-dire par la dictature longiligne, 35 ans, la super businesswoman, tout ça, qui moi, est à des années-lumière de ce que je suis, quoi. Alors c'est très subversif ce que vous faites. Je crois que c'est profondément subversif, oui. Vous les avez rencontrés, ces créateurs? Vous leur avez jamais demandé comment ça se fait qu'ils ne prennent pas une femme comme vous? Si, mais ils ont des réponses plus ou moins évasives. Moi, je me souviendrai toute ma vie de la réponse de Riquel qui a dit « Moi, je ne ferai jamais rien pour Sonia Dubois ». Pas parce que j'aime pas Sonia Dubois, mais parce qu'après, il y a des grosses qui vont venir dans la boutique me demander des vêtements et je ne veux pas que ma marque soit associée à quelque chose de gros. Pourtant, même à Paris, cette capitale de la mode où sévit une incontestable dictature de la minceur, un artiste n'a pas hésité à associer son nom aux formes volumineuses. En novembre dernier, une exposition installée le long des Champs-Élysées créait un véritable choc. Le Colombien Fernando Botero a imposé au public parisien si friand des corps filiformes une vision totalement différente de la beauté charnelle. Des milliers de visiteurs ont découvert avec stupéfaction qu'un corps gros pouvait être harmonieux, voluptueux, magnifique. C'est magnifique. Allez, marche. Mira, qu'est-ce qu'elle a d'inspirant pour vous? Qu'est-ce Mira, qu'il a son corps? Elle a des proportions parfaites et elle bouge bien. Et ça m'inspire. Malgré tous les Botero, les Rubens et les Renoirs du monde, chez les couturiers parisiens, les grosses ne font pas le poids. Mira Joly est mannequin d'essayage chez Hervé Léger, Faubourg Saint-Honoré. Mira se plaint d'avoir grossi un peu ces dernières années. Elle est passée de la taille 36 à 38. Elle est serrée. D'autres couturiers que son corps inspire, comme Alaya, le lui ont reproché. Non, je pense pas. Elle se trompe, elle n'a pas grossi. Pas du tout, du tout. Allez. Si elle sera à 42... Ah ben, je ne ferai pas d'essayage sur un 42. Ah non Non, parce que c'est... moi, je fais une collection pour montrer à la presse. Au défilé, les filles font tous du 38. Je ne vais pas faire des robes trop grandes pour après les montrer sur des filles qui font un 38. Donc, tous les couturiers travaillent en 38 en général. Mais si vous preniez un mannequin de défilé 42, ça irait? Ça n'existe pas. Mais il faut l'inventer. Ah, peut-être, mais c'est pas le but. Je pense que finalement, une femme mince fera plus rêver qu'une femme un peu plus forte. Ah, voilà Sonia. Le problème est que le rêve est de plus en plus loin de la réalité. La femme réelle a pris quelques kilos, alors que les mannequins sont de plus en plus minces. Pourtant, toutes les femmes, même celles dont le poids dépasse largement la moyenne, ont envie d'être séduisantes. Mais alors pour Sonia, qu'est-ce qu'on fait pour que Sonia ait l'air sexy? Ben, déjà, il faudrait qu'elle ait envie de porter une chose moulante. Mais moi, je pense qu'il faudrait mettre en valeur tout le haut. Oui. Alors, il faudrait une chose très décolletée qui pousse la poitrine vers le haut, faire un décolleté très plongeant. Et puis après, dans le bas, alors il faut... moi, je trouve j'aime pas les jupes longues. Non, moi et je non trouve il vaudrait mieux qu'elle porte des pantalons plus serrés comme elle porte là. Je trouve que ce serait mieux. Mais il faudrait avoir quelque chose qui attire l'attention sur les épaules et le décolleté. Hervé, est-ce que ça ne demande pas plus de créativité, habiller une femme grosse qu'habiller une mince? C'est vous qui devenez méchante, là. Pas du tout, mais moi, non, dire pas gros, du tout. c'est pas méchant. Mais en disant, est-ce que ça demande plus de créativité? À votre non, égard? je pense pas. Non, je pense pas. Ça montres? demande de l'enthousiasme. L'enthousiasme. Il en a fallu beaucoup aux organisateurs du premier défilé canadien de mode pour taille forte qui a eu lieu en septembre dernier à Montréal. C'était un véritable cri du corps de ces jeunes femmes aux formes généreuses qui, en temps normal, sont tout simplement ignorées des couturiers. Moi, j'aimerais ça que les idées s'ouvrent. On approche l'an 2000, vous savez, à quelque part, il faut vraiment voir la vie autrement. Là, on ne peut pas tout rentrer dans la même petite boîte. Il y a 5 ans, Sylvie Bédard fondait l'agence Mannequin Plus, spécialisée dans les tailles fortes. Depuis ce temps, Sylvie n'arrête pas de se battre contre les préjugés. Dans le milieu de la mode, chez les concepteurs, les manufacturiers, les publicistes, on boycotte ces mannequins. Au mieux, on les fait défiler en catimini dans l'arrière-boutique. C'est qu'ils nous font sentir moins belles que les autres.
Et puis, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très dommage. D'ailleurs, il y a une colère qui gronde quelque part. Il y a plein de femmes qui ne peuvent plus supporter ce genre de discours-là, qu'ils ont envie de dire, bon, ben écoute, ça va faire. Moi, j'ai commencé à être modèle, j'habillais 20. J'ai habillé 18 à un moment donné. Maintenant, j'habille 14. Mais des fois, je me sens un peu... je me sens moins représentative. Et j'ai essayé d'introduire à l'agence des filles plus fortes. Mais les filles plus fortes... ils font peur aux manufacturiers, je pense. Pourtant, j'ai des beautés. J'ai vraiment des belles, belles filles. Sylvie Bédard et ses mannequins ont poussé l'audace jusqu'à défiler en sous-vêtements, ce qui a scandalisé certains médias. D'autres ont réagi avec hostilité à l'ensemble de la journée ronde, qui n'était pour eux qu'une apologie de l'obésité. Finalement, la plupart des médias étaient tout simplement absents. Quand tu t'es fait dire toute ta vie que tu n'étais pas belle, puis la première fois que tu arrives, puis on te donne la scène, puis on la prend. Oui, On dit, toute notre vie, on s'est fait dire de se cacher ou de maigrir ou d'être autrement. Et là, ce soir, on nous a dit, vous êtes telle que vous êtes belle, montrez-vous, c'est à vous. On y va. Moi, je me suis tellement rendue malheureuse. Mon copain m'a dit, oh, minute, là, tu vas arrêter de faire tes crises. Et puis, je me sens tellement mieux, tellement bien. Puis, mesdames, on se sent bien quand on s'accepte. On peut être belle et ronde. C'est pas tout le monde qui va faire être mannequin ou faire un défilé, mais cette même démarche-là, moi, je pense que ça adresse à tout le monde. Tout le monde sur la rue a le droit de prendre sa place telle qu'ils sont et, comme j'ai dit, honorer les différences. Maintenant, on a peur de maigrir. Ah oui, c'est ça! Ça votre job? C'est ça que j'ai à mon job. Je vais perdre ma job. Laisse-moi manger. Dans les coulisses du défilé, il n'y avait aucun doute. C'est une victoire. Oui. C'est un grand jour. Mais ça. Les jeunes mannequins se sentaient belles. Elles venaient de remporter une victoire sur leurs complexes, sur les préjugés, sur tous les conformismes. C'était l'euphorie. De Paris, Anne Zamberlan. En robe de mariée, spécialement conçue pour elle, celle qui depuis des années ne cesse de se battre pour modifier l'image de la beauté féminine. La mannequin française Anne Zamberlan a tout essayé pour maigrir, sans succès. Aujourd'hui, elle veut être acceptée comme elle est, pour elle et pour les autres. Pendant 25 ans, j'ai essayé de correspondre au regard de l'autre. Et puis mon corps, sans arrêt, me disait « Non, ce n'est pas ça que je veux pour toi. Moi, je veux être comme ça, je veux déborder, je veux quand même comme ça. J'ai besoin d'amour et c'est comme ça que je prends ma place. » Mais pour Anne Zamberlan, imposer son image, une image différente, c'est non seulement prendre sa place. Refuser la standardisation des corps, c'est aussi lutter contre l'uniformisation des esprits et des idées. C'est rejeter l'esclavage. Est-ce que vous diriez que chaque kilo que vous portez est un cri de révolte contre un asservissement? C'est un cri de révolte, certainement. C'est un cri d'amour aussi. Je crois que nous crions d'amour, de manque d'amour et que nous... C'est dehors, et je crois qu'il faut que les gens le voient. C'est peut-être pour ça que ça les gêne, parce que ça se voit. Mais tant pis, il faut qu'ils apprennent à voir ces images. Il faut qu'ils regardent un peu les choses, vraiment. Même s'il y en a qui luttent contre le monopole de la minceur, la majorité des gens multiplient les interventions pour perdre du poids. Après la pause, le régime choc, celui du bistouri. Rien n'empêche la discrimination en matière de poids. Il y a des endroits où vous ne serez pas embauché si vous souffrez d'obésité. En Amérique du Nord, dans un premier temps, on mange trop. Ensuite, on dépense 40 milliards de dollars par année pour suivre des régimes alimentaires. C'est même un système qui s'entretient. Il y a des études qui ont démontré que 90% des gens qui suivent un régime alimentaire, lorsqu'ils cessent, reprennent du poids, parfois plus qu'avant, au point de devenir obèses. Et lorsque le régime alimentaire ne fonctionne plus,
À ce moment-là, on prend les grands moyens. On passe sous le bistouri. J'ai décidé de me faire enlever les 2 tiers d'estomac pour être bien avec moi. Vous vous trouvez trop grosse? Oui. Dimanche soir, au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Madame Annette Toupin, 51 ans, est tout à fait prête pour la chirurgie qu'elle subira demain, une dérivation bilio-pancréatique de Scopinaro qui lui permettra enfin de réaliser son rêve, maigrir. C'est bien beau, tout est bien beau. Madame Toupin, combien vous pesez actuellement? Actuellement, je pèse 190 livres. Et vous voulez descendre à combien? 108. Pourquoi 108? Parce que quand j'étais fille, je pesais 108. C'était un poids idéal pour moi. C'est le poids que vous aviez quand? J'avais 20 ans. Est-ce que vous avez des problèmes de santé qui sont reliés à votre embonpoint? Non, moi, j'ai aucun problème de santé. Aucun. Tout est parfait. Même ici, je trouve que vraiment, là, c'est beau. La pression, le sucre dans le sang, tout est correct? Tout est beau. C'est vraiment une question esthétique? Oui. Pour moi, oui. Lundi, 9 h du matin. Dans quelques minutes, les portes de la salle d'opération vont se refermer sur Madame Toupin pour presque 4 heures. Ça va bien, Madame Toupin? Oui, ça va bien. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui, très heureuse. Ça chauffe, ça? Ça chauffe? Ça chauffe un peu plus, ça. Mon mari est consentant, mais j'ai pas tout dit. Qu'est-ce que vous lui avez caché? C'est ça, le poids que je voudrais peser. Je voulais lui faire une surprise, je pense. Il va être très content. Ça fait combien de temps que vous attendez d'être opéré? Ça fait 1 an. 1 an. Prenez des longues respirations. Le sommeil s'en vient. Continuez à bien respirer. Avec ses 80 livres à perdre, Madame Toupin est à la limite de l'admissibilité à cette chirurgie majeure qui va complètement chambarder son système digestif. Couteau. OK. Bon, ça, c'est l'estomac ici qu'on a. Ça, c'est une histoire de ma grand-mère, ça. Les obèses ont pas un estomac plus grand que les gens normaux. Voilà les 2 tiers de l'estomac qu'on enlève. Ce qui reste peut contenir à peine 3/4 de tasse. Là, on va retrousser le côlon pour mesurer l'intestin grêle. Aussi, l'intestin grêle sera court-circuité. On va sectionner ça. Résultat, la personne mange beaucoup moins et assimile beaucoup moins bien la nourriture. Et ce qui nous surprend, c'est que Mme Toupin est en parfaite santé, alors qu'après l'opération, elle va devenir en quelque sorte une personne malade. Selon ses critères à elle, peut-être, mais médicalement, elle n'est pas en santé. Qu'est-ce qu'elle présentait, elle, comme affection importante? Son obésité. Est-ce qu'elle avait, par exemple, une pression plus élevée? Est-ce qu'elle faisait du cholestérol? Est-ce que... Non. Je veux dire, sa pression était normale, mais je pense que l'obésité morbide comme telle, en soi, est une pathologie suffisamment sérieuse pour qu'on la traite. Pourtant, les risques et les effets secondaires des chirurgies traitant l'obésité sont nombreux et graves. Carence en calcium, en fer, en potassium et en protéines. Saignement de l'estomac, hernie, diarrhée à répétition. En Amérique du Nord, environ 1 patient sur 200 décède à la suite d'une telle opération. Pas étonnant qu'elle ne fasse pas l'unanimité. Même dans la salle d'opération, la contestation se fait sentir. C'est vrai pareil. La femme a toujours existé pour plaire à l'homme. Un beau body, point final. C'est resté dans la tête des femmes. Quand vous venez, là, chaque lundi, pour assister à ces opérations-là, à quoi vous pensez? J'essaie de plus y penser maintenant. Parce que si je m'écoutais, je resterais chez moi. Tout simplement parce que je suis contre cette chirurgie-là. À ce point-là? Oui. Dans certains cas, les résultats sont exceptionnels. Une jeune femme qui devient séduisante tout d'un coup. La beauté, c'est en dedans. Allez-y. 1, 2, 3. L'opération est terminée. Avec le séjour à l'hôpital, le tout aura coûté 14 000 $ au Trésor public et Mme Toupin devra suivre un régime strict et prendre des suppléments alimentaires jusqu'à la fin de sa vie.
Puis là, quand vous allez être rendu à 108 livres, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les boutiques. Ah oui, ça c'est sûr. Du linge à mon goût. Vous aimez plus vous habiller que bien manger? Oui. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas tout le monde qui accepte de se soumettre à une intervention aussi radicale. Cependant, on a tellement insisté pendant des années pour nous dire que l'obésité, c'était un danger pour notre santé, que des milliers de personnes se sont mises au régime, même celles qui n'en avaient pas besoin. Avec pour résultat aujourd'hui que beaucoup de gens prennent des risques en jouant au yo-yo avec leur poids. Le temps des fêtes, période de réjouissance et de grande consommation. En plus des cadeaux et de l'alcool, on consomme beaucoup de nourriture. Cependant, il y a un prix à payer. Je me mets normalement au régime après les fêtes et je peux vous garantir que je l'aurai abandonné avant la fin de janvier. Le jour de l'an est généralement plus tranquille sur le plan des affaires. Pour les manufacturiers et les commerçants, c'est le calme après la tempête, mais pas pour l'industrie de l'amaigrissement. C'est le moment de lancer un nouveau produit amaigrissant, un livre, une vidéocassette, peu importe. Un produit qui promet de réparer les excès du temps des fêtes. L'amaigrissement alimente une industrie de plusieurs millions de dollars, l'une des rares qui semble blindée contre la récession. La période suivante, c'est l'été, les vacances estivales. Un mois avant de partir en vacances, je me dis que je vais être mince et séduisante sur les plages. Mais j'y suis rarement fidèle. Les gens ne comprennent pas qu'à peu près tout le monde peut perdre du poids temporairement. C'est comme retenir son souffle. Tout le monde peut retenir son souffle pendant 20 secondes. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes lorsqu'on doit retenir son souffle pendant 2 semaines. Il en va de même pour les régimes. Tout le monde peut perdre du poids, mais en réalité, presque tout le monde reprend le poids perdu. When I was overweight, I hated myself, always hiding behind a smile. But I also hated the idea of giving up bread. Well, I lost 6.5 stone in about 6 months. Eh bien, j'ai perdu 40 kilos en 6 mois et j'ai cru que j'atteindrais le nirvana. Je vivais un conte de fées à la Cendrillon. C'était merveilleux. On m'a emmenée à la Barbade pour filmer la publicité. Ça a été une semaine de pur plaisir. Gradually, the weight. Peu à peu, j'ai repris tous les kilos perdus. Au bout de 2, 4 mois, 5 mois, j'avais repris une vingtaine de kilos. J'étais démoralisée. Le cas d'Astrid est loin d'être rare. 95% des gens qui suivent un régime amaigrissant échouent. Maigrir peut sembler vain et sans risque, mais en réalité, cela peut entraîner une mort prématurée. Bernice Weston a fondé Weight Watcher en Grande-Bretagne en 1967 avec son mari Richard, qui se mettait régulièrement au régime. Il était prêt à suivre un régime radical plusieurs fois par année, puis à tout regagner. Je me souviens que mon frère cardiologue lui disait qu'il ne dépasserait pas la trentaine, car son approche en matière de régime était trop radicale, oscillant de la famine aux excès de nourriture. À 44 ans, Richard Weston, le cofondateur des Weight Watchers, est mort d'une crise cardiaque. Il avait essayé plusieurs régimes amaigrissants. Ces fluctuations de poids auraient-elles précipité son décès? Des chercheurs universitaires s'intéressent maintenant à l'amaigrissement. Un spécialiste de l'université Yale vient de terminer une étude sur les causes des décès prématurés qui a porté sur 3000 personnes. Nous avons constaté que les individus dont le poids a fluctué le plus pendant la phase initiale de l'étude couraient les plus grands risques. Nous avons fait 2 constats. Ils couraient un plus grand risque de maladie coronarienne, de même qu'un plus grand risque de décès prématuré, toutes maladies confondues. Une autre étude récente portant sur un groupe beaucoup plus important a été menée à l'École de santé publique de Harvard à Boston par le docteur Hyman Lee. Nous avons suivi 12 000 personnes pendant une dizaine d'années et nous avons noté leur fluctuation de poids.
Nous les avons suivies pendant 12 autres années afin de voir combien d'entre elles allaient mourir. Nous avons constaté que les individus qui avaient perdu du poids, surtout ceux qui avaient perdu plus de 5 kilos, couraient 1,5 fois plus de risque de mourir que ceux qui avaient conservé un poids stable. Les femmes ont normalement de la graisse aux hanches et aux cuisses, mais pendant un cycle de perte puis de gain de poids, la graisse perdue peut se loger au mauvais endroit, comme dans les couches profondes de l'abdomen. Or, on pense maintenant que cela peut provoquer la maladie coronarienne, le cancer et même la mort. Le plus ironique, c'est qu'un régime amaigrissant peut déboussoler l'appétit et inciter les plus maigres à consommer plus de graisse. Les personnes qui passent par des cycles de perte et de gain de poids semblent avoir une plus grande préférence pour les aliments gras. Il semble donc qu'ils consomment plus de graisse, ce qui accroît les risques de maladies graves. Je me sentais malade, épuisée. J'avais des sauts d'humeur. J'étais de bonne humeur et l'instant d'après, j'étais en colère et je boudais. J'étais misérable. C'était comme si mon corps entier était désynchronisé. Mes enfants disent que la seule chose que Liz perd lorsqu'elle est au régime, c'est son sens de l'humour. C'est absolument vrai et je crois que c'est le cas de la plupart des gens au régime. S'il y a un message qui ressort clairement de toutes ces publicités prônant l'amaigrissement, ce n'est pas que vous serez en meilleure santé ou plus heureux, mais plus sexy. L'ironie, c'est de croire qu'on devient plus sexy lorsqu'on perd du poids, alors qu'en fait, on perd presque tout intérêt aux fonctions sexuelles. Fondé en 1967, Weight Watchers compte maintenant plus de 3000 clubs, près de 3 millions de membres, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars l'année dernière. Avec sa façade de respectabilité, Weight Watchers pourrait certainement prétendre être le programme de régime amaigrissant le plus populaire. Je perdais 6 kilos et je me sentais merveilleusement bien. Puis je me remettais à manger et je reprenais non seulement les 6 kilos que j'avais perdus, mais 1 kilo de plus. Les gens qui regagnent le poids perdu ne remettent pas en question le concept de la diète amaigrissante. Ils en font plutôt un échec personnel. Il faut en tenir compte lorsqu'on renseigne le public sur l'inefficacité de l'amaigrissement. C'est temporaire et risqué. Dès que l'on reprend ses habitudes alimentaires, on regagne le poids perdu car toute l'approche se fonde sur la consommation de toutes petites portions et personne ne peut vivre de cela en permanence. And did you go out for that Italian meal you were going to? I did, and I'm afraid I did exactly as you said, and I had a little bit of everything there. Pour bien des gens, c'est Weight Watchers qui offre le meilleur moyen de perdre du poids à long terme. Mais sur quoi se fonde cette réputation? I'm sorry, Eric, we just don't... Je regrette, mais nous ne tenons pas de registre de nos membres. Ils ne sont pas fichés dans un ordinateur central où l'on pourrait suivre l'évolution de leur poids au fil des années. Je peux simplement vous dire que bien des gens qui participent aux 3000 réunions hebdomadaires conservent le même poids d'une année à l'autre. Et il en va de même des 1200 personnes qui travaillent pour nous. Je pense que l'industrie de l'amaigrissement est au courant des données scientifiques qui démontrent que l'amaigrissement est inefficace. L'industrie elle-même n'a publié aucune étude sur l'efficacité de ces méthodes dans les revues scientifiques. Pourtant, bon nombre de ces entreprises existent depuis plusieurs années. On peut donc se demander pourquoi elles n'ont pas encore publié les résultats de leur réussite. I have a nice home. I'm getting married. I have a good job. J'ai une belle maison, je vais me marier, j'ai un bon emploi, je suis une femme intelligente, je suis bien habillée, je mène une vie agréable. Il me manque une seule chose. Je voudrais être mince. Is the one thing that seems to be missing for me. I think over the years, Au fil des années, en comptant tous ces livres que j'ai achetés pour les régimes de cuisine minceur ou Weight Watchers, en plus du stress, j'ai dû dépenser 1500 livres sterling et j'ai perdu 8 livres de poids. and lost about 8. Il ne faut pas se décourager. Il y a d'autres solutions que les régimes alimentaires. Après la pause, les thérapies. L'obésité, c'est aussi une question d'hérédité. Et ça peut entraîner des coûts sociaux très importants,
si on tient compte des maladies qui sont reliées à ce genre de problème. Mais si on accepte le fait que la majorité des régimes alimentaires sont inefficaces, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, ce qu'on nous propose, ce sont des thérapies de la minceur. Louise a 1 an. Bonjour, mademoiselle. Grâce à l'affectueuse caméra de son père, nous pouvons constater à quel point, au début de sa vie, elle était une enfant heureuse et tout à fait normale. Mais les choses ont changé rapidement. À 6 ans, Louise est déjà une petite fille obèse. C'était pas facile parce que là, tout le monde, ah, grosse toutoune, et bon, tu te fais crier des noms de tous les côtés. Là. Évidemment, les enfants, c'est très direct. Mais c'était plus fort que moi, finalement. J'allais toujours quand même grignoter. Puis moi, c'était vraiment les choses sucrées qui m'attiraient beaucoup plus que tout le reste. Malgré une enfance pleine de gaieté et des parents attentionnés, malgré que les autres membres de sa famille ont un poids normal, Louise ne cesse de grossir. À 12 ans, elle pèse près de 200 livres. Elle a essayé plusieurs régimes, sans succès. Ça me faisait maigrir, mais bon, je maigrissais 10 livres, je reprenais 15 livres. Je remaigrissais de 10 livres, j'en reprenais encore 15, donc c'était toujours une courbe finalement qui montait au lieu de descendre. Et voilà, je suis sur mon lit de mort à l'hôpital Notre-Dame, à l'unité métabolique. Je suis à mes derniers milles, malheureusement. Malgré les blagues, Louise est désespérée. Suite aux échecs répétés de ses régimes, elle a décidé d'avoir recours au grand moyen, l'hospitalisation. Elle ne veut plus être responsable de son corps. Allez-y, là, faites ce que vous avez à faire, ça coûtera le prix que ça voudra. Ça fera mal, ça sera des examens qui me donneront des effets secondaires à n'en plus finir. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est perdre du poids puis que j'ai pas d'efforts à fournir parce que je suis plus capable d'en fournir d'efforts. Puis je suis plus capable de vivre dans l'état où je suis là. C'est le triomphe. Pour sa fête de 18 ans, grâce à l'équipe de l'unité métabolique, Louise a perdu plus de 70 livres. Trois mois plus tard, à son bal de graduation, elle a presque tout repris. Ça a été l'éternel recommencement. Je diète et je dédiète, et je rediète et je dédiète. Et on rechute et on recommence, et on se lève plein de bonne volonté le lundi matin, et la volonté est sur le carreau à l'heure du midi. Ça recommence comme ça, là. Ça a été... Mon plus haut poids en tant qu'adulte, oh mon Dieu, j'ai frôlé les 360 livres. Comment on se sent quand on pèse 360 livres? On se sent très mal. On se sent en détresse. On se sent... J'ai même parfois l'impression qu'on se sent plus du tout, finalement. On s'habite pas. On n'est pas dans notre corps. C'est trop douloureux d'habiter ce corps-là. À tous les niveaux, socialement, physiquement, psychologiquement. C'est très, très, très difficile. Savez-vous combien il y a d'argent dépensé inutilement dans la province de Québec par année? C'est entre 1,5 milliard et 1 milliard de sous qui s'en vont dans les égouts. Parce que les obèses réengraissent continuellement. Et si les PME de la Grèce, habituellement ici sont américaines, sollicitent, c'est parce que les mêmes obèses, dans 6 mois, vont commencer à aller chercher des services. Ça n'a aucun bon sens, c'est une aberration sociale. Le docteur Jean-Guy Boileau sait de quoi il parle. Médecin, nutritionniste, il a dirigé pendant des années une des plus grandes cliniques d'amaigrissement de Montréal. Découragé de voir revenir sans cesse les mêmes obèses, le docteur Boileau s'est spécialisé en psychothérapie. Je devais comprendre que dans l'espace de 30 ans, j'ai vu les enfants des mères. Et là, ça veut dire que c'est du temps pour comprendre les choses. Hein, quand tu vois que ça se répète même dans l'autre génération, tu te dis, ça marche pas. Oh, la différence, c'est bien simple, c'est qu'après avoir compris le sens, je dirais, incarné, le sens de l'aliment, qu'est-ce que ça veut dire manger, ou l'importance de l'aliment, j'ai compris que on ne peut pas traiter seulement de symptômes. Il faut absolument traiter le sens profond de cet aliment-là dans chaque individu. Sinon, vous êtes un promoteur d'échecs. Au cours de l'été 1986, Louise est amoureuse. Elle décide alors, encore une fois, d'essayer de maigrir.
Mais cette fois-ci, au fur et à mesure qu'elle voit son corps fondre, elle se rend compte que le problème est ailleurs. Louise décide alors d'entreprendre une psychothérapie. Et elle fait une découverte terrible. Là, j'ai découvert que j'avais été victime d'inceste, que j'avais été abusée sexuellement par mon grand-père depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était une relation incestueuse violente, avec menaces, menaces verbales, menaces physiques. Et j'ai fait de l'amnésie sélective sur tous ces événements-là parce que c'était vraiment trop douloureux, c'était trop difficile à prendre. Au cours de sa psychothérapie, Louise découvre aussi qu'elle est devenue obèse pour se protéger. Pour moi, c'était menaçant d'être belle et attirante pour un homme parce que si je devenais belle et attirante, inévitablement, on arriverait à une sexualité. Et pour moi, la sexualité, c'était agressif, c'était douloureux, c'était dégueulasse, c'était épeurant, Et je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas désirable, je me sentais pas belle, je me sentais souillée. Donc, en me protégeant avec le surplus de graisse, j'avais vraiment pas à vivre ça. La thérapie a permis à Louise de perdre 200 livres. Tout en surveillant son alimentation, elle est devenue complice de son corps. Elle a découvert ses vrais goûts, ses vrais besoins. Depuis presque 6 ans, Louise maintient son nouveau poids sans être véritablement au régime. Tout le temps que je m'étais pas ressentie, tout le temps que je m'étais pas accordée de ressentir le malaise ou le bien-être dans ce corps-là, j'avais envie de le ressentir doublement. Donc, je suis devenue encore plus sensible à tous les aliments, à toute ma diète, à tous mes vrais besoins, finalement. J'ai éliminé les sucres de mon alimentation, non pas parce que je me suis dit « le sucre, c'est pas bon pour moi », parce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi que le sucre, c'était néfaste. Tu te prives pas aujourd'hui? Je fais attention. Je peux pas appeler ça de la privation. C'est pas de la privation. Est-ce que tu pourrais redevenir obèse? Oh mon Dieu, jamais. Jamais, jamais, jamais. Oh non. Alors, on s'installe confortablement. Au CLSC de Rosemont, Lynn Mongeau fait figure de visionnaire. Les jambes allongées. On ferme les yeux. Elle savait depuis longtemps que les régimes traditionnels, ça ne marchait pas. Elle a donc conçu Choisir de maigrir. C'est un programme de 14 rencontres où, en petits groupes, les femmes font une réflexion autonome et en profondeur sur leurs problèmes de poids. Choisir de maigrir, ce n'est pas une démarche pour perdre du poids. Choisir de maigrir, c'est une démarche pour mieux comprendre son problème. C'est quelque chose qu'on offre aux gens qui n'est pas vraiment offert ailleurs, à moins de faire une thérapie, là. Mais c'est vraiment un moment privilégié où on va pouvoir faire le tour de la question du problème de poids dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce que vous sentez dans la bouche? Essayez de penser à ce que vous avez le goût de manger. Du salé. Du poulet grillé. Une salade César. Aujourd'hui, c'est la 5e rencontre. Une journée intensive. Les participantes doivent avant tout écouter leur corps et se donner le droit de manger. Pour une fois, sans culpabilité. Poulet grillé, patates frites. Vous allez vous regrouper selon ce que vous avez le goût de manger. Et on va se retrouver cet après-midi pour la fin de la journée. Une étude menée il y a quelques années constate que 2 ans et demi après avoir suivi ce programme, 20% des femmes avaient maigri et maintenu leur perte de poids. Et 56% ont gardé leur poids de départ. Mais dans une approche aussi globale, la réussite ne se mesure pas uniquement au nombre de livres perdus. Mais au fond, il n'y a pas vraiment d'échec dans Choisir de maigrir. Puisque c'est un processus de prise de décision ou d'analyse, il n'y a pas d'échec. Je ne veux plus me peser. Pour moi, c'est l'horreur. La balance, je ne veux plus. Je veux plus de contrôle, je ne veux plus parler de régime, je veux être bien avec la nourriture. Moi, ma grand-mère est vivante du côté paternel. Elle a 102 ans et est à peu près ma taille. Donc, ça ne fait pas toujours mourir. Ça rend inconfortable, mais on peut vivre quand même assez vieux. Tantôt, tu demandais qu'est-ce qu'on a appris qu'on n'avait pas appris dans nos autres diètes. Mais moi, c'est la première fois que je fais cet exercice-là de mesurer mon besoin calorifique là, au repos, selon ma grandeur, ma grosseur. Ça, moi, là, au repos complet, j'ai besoin de 1900 calories. Selon mon métabolisme, selon ma grandeur, selon ma grosseur. Alors, comment tu penses qu'on n'a pas malmené notre corps quand on nous a imposé des diètes de 1000 calories puis 1200? On était en bas du minimum vital. Les femmes comprennent qu'elles ne sont pas des coupables,
de tout. Alors, si les démarches n'ont pas fonctionné, si l'amaigrissement est difficile, voire impossible, ce n'est pas nécessairement de leur faute, parce qu'elles ne sont pas fines, parce qu'elles n'ont pas fait les bonnes affaires de la bonne manière. À un certain niveau, ça déculpabilise et ça fait que la vie est beaucoup plus vivable. Ça enlève un gros morceau de la souffrance qu'elles ont. Un brownies au chocolat, c'est tout ça. Pour compléter sa salade César. Moi, c'est gâteau mousse au chocolat. Et vous ne sentez pas coupable? Du tout, j'ai bon. J'ai bon. C'est excellent. J'ai choisi de maigrir. J'ai plus faim. C'est pas bon. Mon goût est satisfait. Une fois la privation exclue, on mange moins qu'on pense. Aujourd'hui, 7 femmes sur 10 veulent maigrir à tout prix, y compris notre serveuse. Donc, pesez combien? Je suis obligée. Non, t'es pas obligée. Choisis de le dire ou de pas le dire. C'est pire que dire quel âge qu'on a, ça. Combien on pèse. Moi, je suis pas une grosse. Je suis une femme qui s'est trouvée grosse. J'y crois plus, mais du tout, que si je pesais moins, je serais plus heureuse. Il y a 2 ans, Danielle Bourque, professeure de psychologie au cégep de Sherbrooke, provoquait une véritable commotion avec son livre « À 10 kilos du bonheur ». Aujourd'hui, elle est invitée sur toutes les tribunes où on dénonce le terrorisme de la minceur. N'avons-nous pas plus et mieux à faire que de surveiller constamment la balance, compter et recompter les calories, nous priver de tous les plaisirs de la table, évaluer notre corps et celui des autres? La vie ne commence pas dans 10 kilos. Il y a longtemps qu'elle est commencée. Qu'attendez-vous pour sauter dans le train en marche? Merci, bonne soirée. Le mouvement d'acceptation du poids prend de plus en plus d'ampleur un peu partout en Occident. Mais la médecine traditionnelle l'accuse de faire la promotion de l'obésité. Si on me disait, oui, on a une technique, la personne va maigrir, elle va stabiliser son poids plus bas, bien, j'ai rien contre ça. Ce que je remets en question, c'est une technique qui n'est pas efficace, qui échoue dans 95 % des cas et où, en plus, on impute l'échec à la victime. Il faut continuer à perdre votre poids parce que si vous ne voulez pas devenir peut-être même paralysé, il faut absolument que vous perdiez votre poids. Le docteur Maurice Larocque, président de l'Association des médecins traitant l'obésité, ne reconnaît pas du tout le danger du yo-yo diététique. Pratiquant une approche basée sur la motivation et les suppléments de protéines qu'il vend à ses patients, le docteur Larocque compare leur reprise de poids aux rechutes des alcooliques. Est-ce que vous allez dire à ces alcooliques-là, arrêtez de suivre vos cures de désintoxication, ça fait 5 fois que vous reprenez à boire. Donc, c'est inutile. Arrêtons et acceptons notre alcoolisme. Acceptons notre problème de poids parce que ça fait 5 fois que vous reprenez. Moi, je dis non. Et d'accepter qu'on va rester gras, je pense que c'est un signe de décadence. Je pense que c'est criminel que des professionnels disent ça, alors qu'il y a des choses à faire. La décadence n'est pas dans le corps gros. La décadence est dans la violence qu'on fait à ces corps-là, est dans l'intolérance, est dans une norme totalement inaccessible. La décadence est là, finalement. Est dans un modèle strict où l'essentiel de la vie, c'est de se maintenir en forme. Pour moi, c'est ça, la décadence. C'est passer 15 heures par jour à se préoccuper de ce que j'ai dans mon assiette, à se préoccuper si j'ai fait mon activité physique suffisamment, à se préoccuper de mon petit pourcentage de tissu graisseux pendant que des gens crèvent de faim. C'est pas les gros qui sont à blâmer dans ça, c'est les milliards qu'on passe à se maintenir dans une forme narcissique, finalement. À Paris, tous les vendredis, le groupe Allegro Fortissimo réussit l'impossible. Faire enfiler les maillots de bain aux femmes obèses. Ça fait travailler ça fait remonter les lolos. Monte les genoux au niveau de la poitrine. Fondé il y a 4 ans, Allegro Fortissimo travaille à stopper la discrimination, à faire accepter l'image des personnes grosses, à les sortir de l'ombre, à en faire des gens comme les autres. Comme nous venons de le voir, nous sommes à l'heure de la contradiction. D'un côté, nous mangeons trop, même si nous avons peur du gras, qui peut nous rendre malades. De l'autre côté, si certains ont raison de craindre, d'autres se rendent malades en mangeant moins pour se plier à une mode. À vous de choisir.